La désillusion. À la fin des années 50, j'étais ouvrier spécialisé d'une entreprise de la région parisienne. Mes camarades que j'ai aimés et estimés étaient convaincus que le monde moderne réservait un avenir quasi radieux à leurs enfants. Cela donnait un sens à leur besogne. Arc-boutés sur cette croyance, certains devenaient des sortes de missionnaires, bien que l'ambiance fût pour l'essentiel à l'athéisme et à une laïcité fortement affirmée. Les effluves de la doctrine marxiste dans lesquels ils baignaient, leur servant d'antidote à toute velléité spirituelle, ils avaient un contentieux très profond avec toute forme de croyance religieuse et dénonçaient la trahison de l'Église, bien plus proche, selon eux, du capital que du prolétariat. C'est dans le progrès qu'ils avaient foi, progrès auquel ils voient une sorte de culte, allant jusqu'au sacrifice de leur personne. Ils disaient « Nous en bavons, mais c'est pour que nos enfants aient une vie meilleure. Grâce à l'instruction qui nous a manqué, ils vivront loin du cambouis, auront des mains propres et lisses. Ils nous vengeront de la servitude et des mains calleuses. » Le regret de n'être pas instruits leur donnait le sentiment de faire partie, avec les paysans, de la caste la plus basse. Il en est ainsi dans toute société qui promeut un élitisme par l'intellect. C'était le temps des 30 glorieuses. Et il y avait de quoi s'illusionner. La machine économique fonctionnait à plein rendement, alimentée par les ressources abondantes et pratiquement gratuites du tiers-monde. En ce temps-là, comme on sait, sur une société censée nager dans la félicité, planait un climat moral désabusé, probablement dû à la surabondance. La France s'ennuie, lisait-on parfois dans la presse. Contrairement à aujourd'hui, la jeunesse avait un avenir assuré. Elle ressentait néanmoins un étrange malaise, comme si les excès de l'avoir abolissaient les besoins de l'être, la société de consommation créant simultanément besoin et frustration. Le consommateur est à l'évidence le rouage d'une machine qui produit toujours plus, afin que l'on consomme toujours plus. Maniant l'aiguillon crétinisant d'une publicité omniprésente, elle joue avec le consommateur et s'en joue, telle une courtisane usant de ses charmes trompeurs, lui promettant des jouissances toujours plus extatiques. Face à ce traquenard insidieux, il y eut le sursaut de mai 68 contre la société de consommation. Parmi les mobiles très complexes de ce soulèvement, on peut en retenir un qui est à rapprocher du propos de cet ouvrage, à savoir un désir exprimé ou sous-jacent de modération. Surabondance et bonheur ne vont pas forcément de pair, parfois même ils deviennent antinomiques. Il est probable que cette jeunesse, au-delà des idéologies alors florissantes, aujourd'hui obsolètes auxquelles elle se référait, pressentait, comme je l'avais ressenti 10 ans auparavant, mais dans l'indifférence, voire la méfiance, à l'encontre des idéologies avec leurs préceptes, dogmes, crétaux, etc., la confiscation de sa propre créativité par une société matériellement trop sécurisante et pétrifiée dans un fait accompli à caractère, semblait-il, irréversible. Cette jeunesse aspirait probablement à un destin auquel le risque, l'inconnu, donne sens et saveur. La vie n'est une belle aventure que lorsqu'elle est jalonnée de petits ou grands défis à surmonter, qui entretiennent la vigilance, suscitent la créativité, stimulent l'imagination et, pour tout dire, déclenchent l'enthousiasme, à savoir le divin en nous. La joie de vivre est une valeur suprême à laquelle nous aspirons tous, mais que des milliards de dollars ne peuvent offrir. Elle est une sorte de privilège, le fait d'un prince mystérieux qui l'octroie à la chaumière et peut, à son gré, la refuser au palais le plus somptueux. Comment, pour tout dire, ne pas douter d'une civilisation qui a fait de la cravate le nœud coulant symbolique de la strangulation quotidienne? Cet ornement ne serait-il pas en fait une laisse tenue par la fameuse main invisible qui procure une sensation de libération lorsqu'elle est reléguée à la fin d'une journée dont elle a marqué la rigueur laborieuse? De même, la sémantique révèle bien des vérités cachées. Que penser des expressions comme matériel humain, compression de personnel, ressources humaines, statut, cadre? Toutes ces observations ne sont-elles pas révélatrices d'une vérité fondamentale, à savoir le caractère dérisoire de cet être humain pris dans la société de l'argent-finance,
une fois intégré un système de valeurs fondé sur l'excellence, la compétitivité, et ce, dès la phase d'apprentissage de la vie, et promouvant toutes les vanités attachées à la réussite sociale. Celle-ci n'est pourtant pas garante d'une vie pleinement réussie. Ce réquisitoire n'est pas dressé contre les individus, mais contre la doctrine même. La modernité qui nous a été imposée est dénuée des valeurs généreuses dont elle se targue, comme pour mieux les trahir. L'état du monde, de la nature et du genre humain témoigne de ce caractère fallacieux.